Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Politique. Au sommaire de cette émission, rentrée sous le signe du Covid pour les entreprises et les écoles. Le pass vaccinal a été adopté cette nuit à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça change? Faut-il l'imposer dans les entreprises? On parlera également du télétravail, la situation dans les Bouches-du-Rhône. Faut-il durcir les amendes pour les entreprises qui ne le respectent pas? Et puis l'école, le nouveau protocole sanitaire est entré en vigueur pour cette année 2022. Il prévoit 3 tests en 4 jours pour les élèves qui ont un cas positif dans leur classe. Ce protocole est-il cohérent? N'est-il pas trop invasif pour les enfants? Sur ce plateau, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, Guilhem Ricavi, directeur des rédactions de La Provence. Bonsoir Guilhem. Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille-Provence. Et on sera tout à l'heure en direct avec Marion Chopinet, responsable FSU, ex-Marseille Académie, ex-Marseille. Marseille Politique, c'est parti. On commence avec l'actualité de la crise du Covid, le pass vaccinal qui a été adopté cette nuit à 5h30 à l'Assemblée nationale. Jean Castex prévoit une entrée en vigueur pour le 15 janvier. Si ce n'est pas le 15 janvier, ce sera quelques jours après. Qu'est-ce que ça va changer dans les entreprises? Il y a des entreprises pour lesquelles ça va changer leur quotidien concrètement. Il y a des entreprises, oui, pour lesquelles ça va changer leur quotidien. Même, je dirais, ça va changer le quotidien pour tous les Français. Donc pour dans les entreprises Français aussi, bien entendu dans les entreprises en particulier qui reçoivent des gens, tout ce qui est restauration, tout ce qui est... Pour tous ceux qui pouvaient montrer un test PCR, pour tous ceux qui reçoivent du monde et qui avaient la possibilité de recevoir jusqu'à présent des gens qui venaient avec un test PCR, où ça ne sera plus le cas. Dans les entreprises de culture, les cinémas, éventuellement même les salles de sport, les cafés, hôtels, restaurants, les CHR, seront impactés directement dans le changement de comportement. Dans le contrôle, il y a une attention supplémentaire qui va devoir être faite. Alors, il y aura peut-être des améliorations de l'application qui contrôle ou autre. Il va falloir une attention supplémentaire. Et puis surtout, ce que ça va changer, c'est qu'il va falloir dire non à des gens qui venaient aujourd'hui avec un test, qui savent mais il va falloir leur dire non, leur refuser. Donc ça risque de créer aussi un peu, dans les premiers temps, quelques tensions avec certains Français. Et c'est un peu compliqué. D'un autre côté, on est tous conscients qu'il faut faire ces efforts pour pouvoir éviter un confinement complet, parce que l'enjeu, il est là. Avec plus de 300 000 cas par jour, à la première vague, on était déjà tous fermés. Donc, on les a jamais atteints. Donc là, aujourd'hui, on sait tous qu'il faut qu'on passe par un certain nombre de mesures, de restrictions, de complications, de difficultés, mais que c'est nécessaire pour qu'on puisse continuer à obtenir le droit d'avoir une activité. Ils vous disent quoi, Jean-Luc Chauvin, les chefs d'entreprise? Ils sont inquiets, ils s'adaptent, ils sont en colère parce qu'on leur demande au final de gérer des situations qui, à la base, n'étaient pas celles d'un chef d'entreprise? Non, d'abord, il y a de tout. Mais globalement, il y a deux choses. Tout le monde est plutôt soulagé, parce que tout le monde pensait qu'en janvier, vu la progression, on serait à nouveau tous confinés. Bon, donc déjà, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est... on est mis sous pression par les gens qui sont aujourd'hui positifs et les cas contacts. Ce qui fait que ça crée un absentéisme dans l'entreprise qui désorganise les entreprises. Que ce soit des entreprises qui peuvent être en télétravail, parce que pas tout le monde peut être en télétravail. Loin de là même. Voilà, loin de là. Je rappelle même que même dans une même entreprise, certains ne peuvent pas être en télétravail parce que leur activité ne le permet pas. Et donc ça crée déjà une difficulté à gérer dans les relations de l'entreprise entre ceux qui peuvent être en télétravail et ceux qui ne peuvent pas. Les métiers, je parle. Et puis, donc, avec les absents. Comment je gère l'absentéisme? On a aujourd'hui, en moyenne, 15% de gens entre les gens qui sont eux-mêmes directement positifs, les cas contacts, avec une réglementation qui fluctue, qui est un peu compliquée, qui va peut-être dans le bon sens, mais qui est compliquée. Je suis cas contact, je suis vacciné, j'ai fait un test négatif, je peux revenir, je peux pas revenir. Est-ce que le collaborateur qui est à côté, il dit « Ouais, non mais attends, tu l'as fait qu'hier ?» Bon, et donc, ça crée un peu de discussion, un peu de tension, un peu de désorganisation de l'entreprise. Globalement, ça ralentit le déroulement normal de l'économie. De l'autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est conscient que c'est mieux d'avoir ces difficultés, donc ça va peser sur la croissance, plutôt que d'être fermé. Et puis, troisième sujet, ça pose des problèmes aussi avec les collaborateurs. Parce qu'il y a un certain nombre de collaborateurs aujourd'hui qui me disent je m'organise, ok, je repars 3 jours par semaine en télétravail, j'ai la capacité, mais il y a un certain nombre de collaborateurs qui ne veulent plus aller en télétravail. Parce qu'ils n'ont pas forcément un logement ou un endroit pour pouvoir télétravailler correctement, parce qu'ils n'ont pas forcément une connexion non plus de grande efficacité, parce qu'ils ont aussi, s'ils sont seuls, ce phénomène d'isolement, et ça pèse. Donc globalement, ce que je ressens, c'est que ce
qu'on entend, ce qu'on dit. Mais d'ailleurs, c'est pas que chez l'entreprise, c'est chez nous tous, nos collaborateurs, mais d'une manière générale. On a quand même maintenant un peu le poids de la lassitude de cette situation sanitaire, de ces rebonds, de cette complication, et ça pèse psychologiquement, dans nos entreprises aussi. Et donc on a des... Voilà. L'annonce de cette adoption du pass vaccinal, forcément, il a accéléré la vaccination. Écoutez ce que dit cette pharmacienne. Je ne suis pas vacciné du tout, mais c'est vrai que ça me fait prendre conscience qu'il faudrait que je me fasse vacciner quand j'aurai passé ma période de 3 mois. Voilà, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur. J'ai pas eu de gros symptômes, mais j'ai eu très peur. Le fait qu'on peut en mourir, qu'on peut le donner, qu'on peut donner le virus, qu'on peut en mourir aussi. Hein, parce que j'étais pas bien du tout le premier jour. Et qu'est-ce qui vous retenait avant de faire le vaccin? La peur des effets secondaires. Hein. La peur des effets secondaires et un peu la peur de la piqûre aussi. Donc de plus en plus de personnes, c'est évidemment pas une pharmacienne, mais un habitant des Bouches-du-Rhône qui est anti-vaccin. Est-ce que vous pensez que ce pass vaccinal, il faut l'imposer dans les entreprises? Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'effectivement, on avait des concitoyens ou des collaborateurs qui étaient réticents, hésitants, et que depuis toutes ces annonces, il y a une accélération. On a un certain nombre de collaborateurs qui, ne pouvant plus aller au restaurant ou autre, avec un test, ils ne le faisaient pas tous les jours, donc ils faisaient un test en temps, ça allait. Là, ils ont décidé de passer le pas. Donc il y a une accélération. Je pense que c'est positif, parce que globalement, ça va dans le bon sens pour nous éviter de rester trop longtemps comme ça. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui étaient hésitants, et puis qui se disaient, je suis jeune, je suis en forme, ça. Alors là, aujourd'hui, on voit bien avec tous les reportages que vous montrez dans les médias, que les réanimations et les services hospitaliers sont bien remplis de gens qui se pensaient en bonne santé. C'est pas que des personnes âgées, c'est pas que des personnes avec de la comorbidité, bien au contraire, et qu'il y a quand même très peu de gens vaccinés par rapport aux gens non vaccinés. Donc tout ça amène progressivement une évolution. Donc voilà, après, est-ce que ce sera obligatoire des entreprises? J'en sais rien, c'est pas le législateur de faire. Est-ce que c'est souhaitable? C'est pas à moi de le dire. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on mette tout en place pour sortir maintenant le plus rapidement possible de cette situation qui pèse sur tout le monde, mais qui pèse aussi sur nos enfants. Nos enfants, même quand ils vont à l'école aujourd'hui, ils sont toujours acceptés ou autres sur le côté scolaire, ils ont cette peur du virus. Et quelque part, ça les a marqués. On est en train d'avoir une génération d'enfants qui est marquée. Mais ça ne s'arrête pas aux enfants. On est tous marqués. Ça fait 2 ans qu'on vit une situation inédite. Voilà. Donc il faut aujourd'hui qu'on soit conscient que tous ensemble, on doit prendre les mesures nécessaires pour arriver à sortir de ces situations. Même pas que pour des raisons économiques, mais pour des raisons psychologiques, pour des raisons de santé, évidemment. Voilà. Et justement, autre mesure qui entre en vigueur, le télétravail obligatoire 3 jours par semaine pour les entreprises qui le peuvent, sous peine d'une amende de 1 000 € d'amende par salarié. Est-ce que c'est bien selon vous? Est-ce que ça peut éviter les contaminations au travail? Oui, le télétravail, plusieurs jours par semaine, pour les postes qui le peuvent, et c'est là la difficulté, pour les postes qui le peuvent, oui, je pense que c'est bien. 3 jours par semaine, c'est bien, ça permet de faire tourner. Après, avec les difficultés, on l'a dit, on a de l'absentéisme. Donc, quand on fait du télétravail et de l'absentéisme, il faut quand même continuer à pouvoir avoir une activité. Il faut que les gens qui sont en télétravail puissent avoir une connexion. Bon, voilà, c'est pas simple. Mais oui, c'est bien. C'est bien pour éviter, c'est bien pour éviter une contamination supplémentaire. Sur l'amende, après, je vais vous dire. Moi, je crois qu'on est tous assez responsables les uns et les autres, que l'amende, c'est un peu... il vaut mieux qu'on soit amené. Et là-dessus, je pense que le gouvernement et les instructions aux différents services de l'adresse ou autres doivent plus être tournés vers l'explication, l'information, la formation, l'accompagnement des chefs d'entreprise pour y arriver, pour expliquer parfois des collaborateurs qui ne veulent pas. Guylaine ? Parce qu'on a des collaborateurs qui ne veulent pas. L'amende, c'est un peu le sujet, c'est la double peine. Tu dois réorganiser l'entreprise, tu dois imposer parfois des collaborateurs qui ne veulent pas. Et en plus, si le collaborateur ne veut pas, tu dois prendre l'amende. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce que, vous qui connaissez bien le territoire, le monde de l'entreprise ici dans les Bouches-du-Rhône, est-ce que, selon vous, les chefs d'entreprise jouent le jeu du télétravail ? Moi, je crois que massivement, oui. La difficulté, l'obstacle qu'on a, c'est quand on a des collaborateurs qui pourraient être sur des postes en télétravail et qui ne veulent plus avoir du télétravail. Ça fait 2 ans, parce qu'ils n'ont pas... fois que vous le dites, vous le mesurez vraiment ça, Ah oui, on le mesure vraiment, oui, bien sûr. Il y a vraiment... Et on s'en rend compte, il y a ceux qui, à la limite, vont dire, ok, pas de problème. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens de confort de logement,
avec une pièce pour pouvoir faire, ou qui vont partager la pièce avec un conjoint. Qui lui aussi télétravaille peut-être. Qui lui aussi, mais obligatoirement, enfin, ou souvent. Il y a ceux pour qui c'est compliqué, et il y a ceux pour qui c'est vraiment génial le télétravail. Non, mais On va juste il y a écouter, ceux pour qui regardez. c'est génial, il y a ceux pour qui c'est compliqué, il y a ceux pour qui ça devient même inenvisageable. Pourquoi ? Parce que vivant seuls, ils se retrouvent en dehors d'une vie sociale, en étant en télétravail chez eux. On va écouter une chef c'est la limite. d'entreprise, si vous le voulez Et là, au bien. bout de 2 ans, ça use. On va écouter une chef d'entreprise, elle Avec est passée plaisir. à 100% de télétravail, elle a doublé son chiffre d'affaires. C'est une tout à fait entreprise possible. digitale, on le rappelle, qui peut se le permettre. On l'écoute. Oui. Oui, oui. On a pris le pari 100% télétravail et ça a complètement modifié la productivité de l'entreprise. On a une manne énorme, on a multiplié par 2,5 notre chiffre d'affaires sur 2021, donc c'est une croissance très forte. L'équipe, les salariés, mais moi aussi, en fait, on conjugue super bien notre vie privée, notre propension en fait à globalement pouvoir faire du sport, pouvoir voir nos familles respectives et avoir une qualité de vie qui n'a plus rien à voir. D'autant qu'en plus, on a quand même choisi tous de vivre en milieu rural, dans la campagne, avec en fait une approche écologique très verte en fait quand même. Oui, on entend effectivement ce qui est dit, une chef d'entreprise qui double son chiffre d'affaires, clairement dans une période compliquée, ça c'est plutôt pas mal. L'économie, elle se porte comment là dans les Bouches-du-Rhône ? Alors, l'économie se porte bien. 2, attention, là on est dans une chef d'entreprise qui est dans un secteur particulier. Au contraire, plus il y a de télétravail, plus on a besoin de numérique. Donc le chef d'entreprise qui est dans le sujet informatique C'est des numérique secteurs porteurs. est dans un secteur très porteur. Peut-être que si elle n'avait pas été 100% de télétravail, mais que 3 jours par semaine, elle aurait quand même peut-être doublé ou peut-être différemment. Et globalement, Voilà. les autres boîtes, comment ça va ? Globalement, l'économie, jusqu'à présent, et on vient de sortir aujourd'hui une note de conjoncture, certes sur la période qui s'arrête à la fin du 3e trimestre, mais on voit bien qu'il y a une progression des chiffres d'affaires des entreprises plus importante que celle qui régresse en chiffre d'affaires. Globalement, tout ce qui est industrie, service, se porte assez bien. Ce qui est plus en difficulté, c'est le commerce. Ce qui est plus mitigé, c'est le CHR. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été fermés longtemps. Les cafés, l'hôtellerie, Café, la hôtel, restauration. restaurant. Ils ont été fermés longtemps. Et donc, ils n'ont pas rattrapé leur chiffre d'affaires malgré la saison d'été. Mais surtout, il y a une certaine désorganisation. Parce qu'ils ont du mal à retrouver tout le personnel qu'ils avaient. Ils avaient déjà des difficultés à avoir suffisamment de personnes. Et donc, il y a un peu de complications. Il y a aussi, dans certains cas, notamment dans le café, hôtel, restaurant, une hésitation de certains. Donc, on n'a pas forcément de tout retrouver le même niveau. Globalement, l'économie se porte très bien. Par contre, ces vagues successives d'à-coups, les 3 jours, les 5 jours, tout ça, ça fait des à-coups, ça fait des hésitations. Les 2 gros sujets des chefs d'entreprise pour jusqu'à la fin d'année, jusqu'à la rentrée de cette 5e vague, c'était 1, les approvisionnements, avoir des marchandises et à quel prix, parce qu'il y a eu une Les forte matières premières, progression, les fameuses matières tensions, premières, les semi-conducteurs. même les produits finis qui sont liés à cette chaîne-là, quand est-ce qu'ils arrivent et comment ils arrivent, c'est le sujet des jouets à Noël. Hein. Voilà. Le deuxième sujet, c'est une tension sur comment trouver des collaborateurs pour faire face à mes commandes. Parce qu'en fait, j'ai plus de commandes, mais j'ai du mal à avoir des matières premières ou à quel prix, avec le coût de transport. Et c'est comment avoir des collaborateurs. C'était les 2 sujets principaux. Et avec un 3e sujet qui vient derrière, c'était et qu'est-ce qui va se passer puisqu'on voit bien qu'Omicron arrive. Ça, c'était en fin d'année. Là, on est en plein dedans. Donc, on va à nouveau ralentir une partie de l'économie, inévitablement. Et on aura à nouveau, parce qu'il y a des effets de report, de consommation ou autre, des éléments derrière. Mais globalement, l'économie, pour l'instant, tient la route. Elle est assez résiliente. Il y a des secteurs plus en difficulté que d'autres. On a parlé de l'hôtellerie-restauration notamment. Tout ce qui est événementiel. L'événementiel qui avait bien repris sur la fin d'année, c'est complètement arrêté. Enfin, qui avait bien repris sur la deuxième semestre, c'est complètement arrêté à mi-novembre quand Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de manque de main-d'œuvre avec l'instauration du pass vaccinal et de certains employés, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, qui n'étaient pas vaccinés mais qui pouvaient venir travailler avec un simple PCR ? Ça sera un élément supplémentaire si certains collaborateurs qui ne sont pas vaccinés, qui viennent travailler avec un test PCR, ne décident pas de se faire vacciner. On voit bien qu'il y a une accélération des vaccinations. Peut-être que les gens le prennent aussi en considération. Mais bien sûr qu'il y a un risque là-dessus. Il y a déjà un risque de main-d'œuvre global. Il y a un risque, il y a déjà un sujet de tension de main-d'œuvre globale. Avant la crise, on avait quelques secteurs. Aujourd'hui, c'est l'ensemble des secteurs. Parce qu'il y a des augmentations ou autres. Et où on a des entreprises qui sont en incapacité de donner, d'accepter certains contrats ou de donner dans des délais qui étaient des délais standards habituels. Voilà. Mais là, il va y avoir effectivement, avec la mise en place du pass vaccinal, un risque supplémentaire de tension sur l'emploi. Après, encore une fois, on est aussi là beaucoup dans des choses qui vont, en fonction de comment elles vont être présentées, expliquées, pouvoir s'améliorer. Le fait d'avoir annoncé qu'au 15 janvier, tous ceux qui n'avaient pas fait la 3e dose perdraient le pass, ça a accéléré les gens qui sont allés faire la 3e dose. Il y a un côté psychologique dans tout ça. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut surtout qu'on comprenne tous qu'on est tous liés.
et qu'il faut qu'on sorte de cette situation le plus vite possible parce que ça nous pèse à tous. Sur notre quotidien, sur la vie de nos entreprises, sur nos enfants, sur les relations qu'on a dans nos familles avec nos aînés. Et donc, il faut qu'on trouve les moyens de sortir de cette pandémie. Personne pensait qu'une pandémie allait durer autant. On avait quelques exemples il y a quelques siècles, 1720 la peste, la grippe 1920 la grippe espagnole ou autre. Bon, on espère que cette année, ça sera la bonne année. C'est un peu pour sortir de ça. Mais pour ça, il faut une mobilisation collective. Moi, j'en appelle et j'ai confiance un peu dans ce côté un peu responsable de chacun de nos concitoyens, de chacun d'entre nous. Alors vous parlez de responsabilité, il y a quand même dans cette crise, avec le côté dramatique qu'elle peut avoir, une bonne nouvelle, c'est que le monde de l'économie, le monde de l'entreprise a réussi à montrer son extraordinaire flexibilité. C'est-à-dire quand on regarde les chiffres, vous parlez de votre note de conjoncture, globalement, l'entreprise s'est adaptée à une situation. Les taux de chômage qu'on imaginait s'envoler, au final, ne sont pas partis dans des chiffres comme ça. C'est plutôt une fierté, ça, quand on est chef d'entreprise. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Tout ce que vous dites est vrai, mais il y a plusieurs choses. Il y a des éléments d'accompagnement. Il y a eu une très forte politique d'accompagnement gouvernemental avec le quoi qu'il en coûte, sur le chômage partiel pris en charge, sur les aides aux entreprises pour les soutenir, de façon à ce qu'à la fin de la crise, on puisse avoir un outil productif, un outil d'entreprise qui existe. Ça a très bien marché. Il y a un deuxième sujet, où là je peux aussi que vous donner raison, c'est le sujet de la résilience des entreprises. Et en fait, quelque part, les entreprises ont progressé. Et quand je dis les entreprises, je parle des organisations, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes et les collaborateurs. Et on a bien vu que, franchement, ça paraissait impensable à tout le monde, début 2020, de télétravailler 2 jours ou 3 jours par semaine pour tous les collaborateurs. Aujourd'hui, on sait qu'on sait le faire. Nous, si je prends l'exemple de la Chambre de commerce, on est en télétravail actuellement 3 jours parce que ça nous a été demandé, mais depuis le début de la crise, on avait anticipé, on s'y est mis, et donc, même en période normale sanitaire, on fait 1 à 2 jours de télétravail en fonction du besoin de l'accord de chaque collaborateur. Bon, donc on sait le faire. Il y a un accord télétravail à la CCI ? Il y a un accord, oui. Alors, est-ce que c'est un accord formalisé mais oui, les collaborateurs peuvent être en télétravail 1 à 2 jours, en dehors du sujet sanitaire. En ce moment, c'est 3 jours. Donc, mais du coup, on est habitué. Du coup, on s'est doté numériquement, on s'est doté d'informatique, comme le reportage nous l'a fait voir, qui nous permet de faire ça. Ça reste là aussi possible, en fonction de chacun. Les gens qui sont dans une situation où ils peuvent le faire de façon confortable ou qui habitent loin, qui du coup évitent les embouteillages ou autres, ça leur convient mieux que ceux qui se retrouvent tout seuls chez eux. Donc, on a tous les cas. Deuxième chose, on a énormément progressé dans les entreprises, dans tout ce qui est, moi je crois, et c'est la conséquence de ce qu'on dit là, dans ce qui est la prise en compte individuelle de chacun, avec des différences énormes, et l'adaptation du fonctionnement de l'entreprise aux aspirations de chacun. On a individualisé les sujets. C'est plus une machine. C'est pas tout le monde pareil. Maintenant, c'est un peu du sur-mesure. C'est un peu à la carte organisée pour pas désorganiser l'entreprise. On a appris à pas désorganiser l'entreprise en s'organisant. Mais c'est vachement essentiel, parce que ça veut dire que c'est des éléments de rebond très forts. L'économie a été résiliente parce qu'elle a été accompagnée, parce qu'elle s'est transformée, vous avez raison. Et donc tout ça, c'est des éléments encourageants pour la suite. Tout ça, c'est aussi des changements. Et on voit bien que cette crise, elle amène à un changement profond des mentalités, où on a envie d'un peu d'autre chose. On voit bien que les jeunes générations n'ont plus du tout les mêmes priorités que ce qu'on pouvait avoir. Et justement, nous. on va parler des jeunes générations donc, avec les écoles. C'est notre 3e sujet. On est un peu pressé par le temps. Je suis désolée. Je vous laisse. Allez hop, c'est parti. On va parler. Les écoles avec ce nouveau protocole sanitaire qui est entré en vigueur pour cette rentrée 2022. 3 tests en 4 jours pour les élèves qui ont un cas positif dans leur classe. Guilhem, ce protocole, il a été annoncé étrangement quelques heures seulement avant la rentrée des classes. Oui, très clairement, il était très attendu à la fois par les parents, par les écoliers et puis par le corps enseignant. Et il a fallu attendre dimanche, la veille de la rentrée des classes, pour que Jean-Michel Blanquer détaille sur le site internet de nos confrères du Parisien les mesures qui allaient être mises en place. Les parents les ont donc apprises à quelques heures de préparer le cartable pour la rentrée. Les enseignants aussi, ce n'a pas été de leur goût. Il suffit de voir ce qu'on dit, la quasi-totalité des syndicats d'enseignants, quel que soit le degré d'enseignement. C'était un petit peu tardif, sans doute bien trop tardif. J'aime beaucoup cette image. C'est un peu comme l'écolier qui attend le dernier soir avant de reprendre l'école à la fin des vacances pour regarder son petit cahier de texte et les devoirs à faire. C'était peut-être pas du meilleur effet, du meilleur goût. Le protocole, vous le décriviez aussi, Sophie, il est quand même très compliqué. Des tests tous les 2 jours pour des enfants et les plus petits. On le voit bien dans les pharmacies, c'est devenu quelque chose de très difficile à gérer dans un contexte où il y a souvent pénurie de tests, d'autotests,
à la vente dans les pharmacies. Et justement, on va en parler avec Marion Chopinet. Bonjour, vous êtes responsable FSU à l'Académie Aix-Marseille. On a donc décrit à l'instant ce protocole en vigueur depuis le 3 janvier. Est-ce qu'il est cohérent selon vous ? Bonjour. Alors ce protocole, il surprend évidemment parce que alors que la 5e vague s'intensifie et que le nombre de contaminations augmente de façon extrêmement importante, on a un protocole annoncé dans le contexte que vous expliquiez à l'instant qui est très nettement allégé et notamment qui complique beaucoup les choses pour les écoles et les élèves de moins de 12 ans qui sont obligés de se faire tester régulièrement, qui ne sont plus qu'à contact en cas de cas positifs dans leur classe. Ça donne l'impression en fait au personnel et puis pour la sécurité aussi des élèves que on allège les choses, qu'on allège les conditions du protocole sanitaire alors même que la situation devient plus dur en termes de contamination. Ces tests pour les enfants, ils ont déjà commencé puisque nous sommes la première semaine de la rentrée. Comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Notre journaliste Ariane Polaert s'est rendue dans une pharmacie marseillaise pour voir concrètement comment sont testés les enfants. Dans cette pharmacie marseillaise, les nouvelles règles de remboursement des autotests ont du mal à passer, en particulier pour les parents d'enfants. Les consignes de la Direction générale de la santé ont été transmises tardivement, seulement lundi matin, pour une mise en place immédiate. Résultat, beaucoup de clients sont venus lundi pour réclamer des autotests gratuits pour leurs enfants, alors que le remboursement n'est pas du tout automatique. J'ai dû demander plusieurs fois à la pharmacienne qu'elle me réexplique les règles et elle a dû relire plusieurs fois les consignes pour être bien sûre. Pour résumer, les autotests sont pris en charge pour les enfants de moins de 12 ans lorsqu'ils ont fait un test antigénique. Ce test antigénique leur donne alors droit à 2 autotests en pharmacie qui seront donc remboursés. Mais une fois qu'on a acheté ou qu'on s'est fait rembourser ces autotests pour les enfants, ça n'est toujours pas une mince affaire. Écoutez la pharmacienne Estelle Abo. Déjà, nous, en tant que professionnels, faire un test antigénique à un enfant, c'est très compliqué. Mais donc, je pense que faire un autotest pour un parent sur un enfant, ça sera encore plus compliqué. Il y a le côté sentimental qui prend le dessus. Et en plus, il faut quand même aller relativement un petit peu loin. Si c'est pour rester superficiel, ça ne se révélera pas positif ou même ça révélera pas le vrai résultat. Et à part une rue et sur les autotests lundi, il n'y a depuis dans cette pharmacie quasiment plus aucune demande. C'est à n'y plus rien comprendre. Oui, alors on le voit bien dans ce témoignage de pharmacien, il y a quand même une inquiétude aussi qui se fait jour avec les enseignants qui se retrouvent confrontés à des enfants pas ou peu testés et souvent porteurs. Comment vous voyez l'évolution des prochaines semaines ? Est-ce qu'il y aura un absentéisme à prévoir parmi les enseignants ? Là, ce qu'on constate surtout, c'est que la contamination augmente et qu'il y a beaucoup d'élèves absents, qu'il y a aussi beaucoup de personnel qui sont absents parce qu'ils sont malades. C'est pas de l'absentéisme, ils sont en arrêt maladie, ils sont positifs et ils doivent être isolés. Donc l'inquiétude qui monte surtout dans les établissements scolaires, c'est lié au fait que on a des difficultés à concevoir comment on continue les cours, la progression dans les programmes. Moi, j'enseigne en lycée, se pose aussi très vite la question des épreuves de bac. Les élèves de terminale doivent passer des épreuves de bac importantes pour eux d'ici 2 mois, à la mi-mars à peu près. Et en l'état actuel des choses, il manque selon les classes un tiers, voire la moitié des élèves qui sont ou positifs, ou alors pour les plus grands, on parlait à l'instant des enfants de moins de 12 ans, mais pour les lycéens, eux, peuvent être cas contact et donc s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils n'ont pas un schéma vaccinal complet, être isolés 7 jours alors même qu'ils ne sont pas malades et rater des heures de cours qui sont extrêmement importantes en ce moment. Donc on va vers une inquiétude aussi qui est liée au contenu des enseignements. Qu'est-ce qu'on fait avec des classes incomplètes ? Comment on aide les enfants et les élèves qui sont absents à rattraper ? Qu'est-ce qu'on fait des programmes ? Qu'est-ce qu'on fait des examens ? Là, il y a plein de choses aussi au-delà du protocole sanitaire qui n'ont pas du tout été pensées et anticipées par le ministère et qui vont nous mettre dans une très très grande difficulté.
Il y a un autre aspect qui inquiète, c'est celui d'une potentielle fermeture des écoles. Aujourd'hui, l'Académie d'Aix-Marseille nous dit qu'en cas de cluster dans une école, donc de fermeture ou bien de professeurs non remplacés, tous les enfants de soignants seront accueillis, quoi qu'il en soit, au sein de leur classe. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure? Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'elle est peut-être un peu discriminatoire pour les autres parents, eux aussi, qui seraient obligés de travailler? Il est évident que dans le contexte actuel, et c'est le cas depuis plusieurs mois, on ne peut pas répartir les élèves dans les autres classes au risque de multiplier la transmission du virus. À partir du moment où il y a des choix à faire, effectivement, depuis le début de cette pandémie et de la crise qu'on traverse depuis 2020, les enfants de soignants sont prioritaires. Il me semble que c'est normal qu'il y ait ce type de priorité en fonction des responsabilités des parents et des difficultés à l'hôpital pour gérer la crise. Mais ces problèmes, encore une fois, ne se poseraient pas si, comme on le réclame, nous, SNES FSU, depuis 2 ans, le ministère avait engagé des recrutements massifs, faisait appel aux listes complémentaires au concours pour avoir des remplaçants, pour avoir des personnels, pour avoir davantage de professeurs devant les élèves pour prendre en charge les élèves et poursuivre leur mission d'éducation. Merci beaucoup Marion Chopinet, responsable FSU à l'Académie d'Aix-Marseille, d'avoir été en direct dans Marseille Politique. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille, d'avoir été notre invité. Merci à toi Guilhem. Merci, prochaine Sophie. édition de Marseille Politique. Jeudi prochain, quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour faire le tour de l'actualité du département. À tout de suite.